5 petites minutes pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre. On va démarrer l'enregistrement maintenant. Du coup, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième virtual français-suisse Tableau User Group. Je vais faire l'introduction du coup. Donc tout d'abord, pour commencer à introduire le Tableau User Group, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait au Tableau User Group? Alors tout simplement, le Tableau User Group, c'est la communauté Tableau qui est d'habitude du coup par ville plutôt, puisque pour ma part, donc je m'appelle Caroline, je me présente rapidement, je suis responsable du Tableau User Group à Paris. Je travaille chez ActinVision, je suis commerciale du coup et partenaire de Tableau. Il y a du coup plusieurs Tableau User Group en France, également en Suisse. Donc, je vais en citer quelques-uns. Donc, Ludovic qui va parler aujourd'hui, qui est responsable du Tableau User Group à Lille, qui se présentera plus tard. Il y a également Tristan Guillevin, qui est responsable du Tableau User Group à Strasbourg. Et Frédéric qui parlera aussi aujourd'hui, qui est responsable du Tableau User Group en Suisse romande. Voilà, l'idée à travers ce Tableau User Group virtuel, c'est de réunir toutes ces communautés dans un lieu virtuel, comme aujourd'hui. Du coup, notre but, c'est de réunir la communauté de Tableau, toutes les personnes qui sont intéressées par Tableau, des utilisateurs de Tableau, des gens qui veulent découvrir, des experts aussi. Le but, c'est d'organiser du coup des événements où on se retrouve pour partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, mais également du coup rencontrer les utilisateurs Tableau de vos régions ou plus largement via la version virtuelle entre pays même. Donc voilà un petit peu l'objectif du Tableau User Group. En général, pour quelques informations pratiques, il y a donc chaque user group qui a un lien sur lequel vous pouvez suivre les actualités. En ce moment, on partage tout sur tous les user groups en même temps pour qu'on ait tous les mêmes infos. Je pense que c'est une bonne idée. On risque peut-être de continuer à le faire comme ça. Je vous partagerai du coup cette présentation. Je ne vais pas vous lire les différents liens, mais n'hésitez pas du coup à cliquer sur Subscribe for Update dans chaque user group que vous souhaitez suivre en fonction de votre région. Une autre information qui nous est très utile, notamment pour les retours d'expérience. Donc je m'adresse surtout aux personnes qui sont intéressées pour présenter leur histoire ou un projet sur Tableau. Lors d'un prochain Tableau User Group, n'hésitez pas à nous contacter. C'est du coup un plaisir de partager tout ça. Donc, pour préparer les prochains, c'est hyper important pour nous. Concernant l'agenda du jour, donc on a la chance aujourd'hui d'accueillir 3 speakers. Le premier, ce sera Yvan Forns. Je le laisserai se présenter plus en détail lui-même dès qu'il commencera, qui va nous parler du coup de comment les 4 différents types de calculs dans Tableau fonctionnent ensemble et quand et comment les utiliser. On enchaînera ensuite avec Ludovic Tavernier, qui s'introduira également, qui nous parlera d'une introduction au design de produits Tableau. Et on finira avec Frédéric, qui du coup nous racontera comment Tableau Prep a aidé Assura à faire face à la crise du Covid ces dernières semaines. Voilà pour l'agenda d'aujourd'hui. Dans la manière de fonctionner, du coup, je rappelle juste à tout le monde que les micros sont coupés parce qu'on sera nombreux. Les questions, du coup, vous pouvez tous les poser dans le chat. On essayera d'y répondre au fur et à mesure. On gardera également quelques minutes après chaque intervention pour répondre à quelques questions. Je ne sais pas si on aura le temps de réponse à tout. En tout cas, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui, nous les noterons et on reviendra vers vous avec des réponses. Voilà. Ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que comme on l'a fait la dernière fois avec un peu de retard, la dernière fois, on fera mieux cette fois, j'espère, c'est de vous partager du coup toutes les présentations, également l'enregistrement de ce tableau virtuel, tableau user group virtuel, pardon, pour que vous puissiez le regarder si vous n'avez pas tout mémorisé aujourd'hui. Quelques liens également, je passe très rapidement, juste un petit rappel sur la solution e-learning de Tableau qui est gratuite. N'hésitez pas à vous inscrire avant fin juin pour en profiter gratuitement pendant 90 jours. Vous pouvez également passer des certifications sur Tableau, vous avez les liens ci-dessous qu'on vous partagera.
Également, information importante, il y avait la tableau conférence Europe qui devait se tenir fin juin, qui sera du coup faite en virtuel. C'est gratuit, donc voici le lien pour vous inscrire et y participer. Et vous avez tout en bas également le lien sur les prochains événements tableau 2020 qui se tiendront certainement en virtuel, mais vous aurez des updates via le lien de la communauté que je vous ai noté tout en bas. Voilà pour la première partie. Je vais du coup passer la main à Yvan. Alors, je vais juste lui donner les droits. Yvan, est-ce que tu peux me dire quand tu reçois les droits? Oui, ça y est. Super, et bien à toi. Merci Caroline, merci Tableau de m'accueillir aujourd'hui et bonjour à vous tous. Alors, mon objectif aujourd'hui, en 25 minutes, c'est de vous présenter comment les différents types de calculs fonctionnent ensemble. C'est assez facile sur Internet de trouver des explications sur chaque type de calcul, par exemple les LOD ou les Table Calculation. C'est plus compliqué de trouver des explications sur comment elles fonctionnent ensemble. J'enseigne Tableau et la visualisation de données à l'EDEC et du coup, j'ai dû trouver une façon de l'expliquer à mes élèves. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. J'ai aussi écrit sur ce sujet un article sur le blog de Tableau, dont vous pouvez voir l'URL en bas. Alors c'est parti. La première chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a deux dimensions principales dans les calculs de Tableau. D'abord, ils s'appliquent à un moment différent, l'un après l'autre, et ensuite, ils sont calculés à un niveau d'agrégation différent. Donc, c'est ces deux domaines principaux qu'on va explorer. D'abord, le quand. Alors, pour le quand, j'ai l'habitude de dire que la grande différence avec Excel, dont la majorité des utilisateurs Tableau viennent, c'est que ce n'est pas du tout visuel les calculs dans Tableau. Dans Excel, on voit des cellules et donc du coup, c'est des emplacements qu'on peut voir ce qu'on calcule. Dans Tableau, c'est des flows, c'est des requêtes qui sont envoyées l'une après l'autre. Donc, il faut bien comprendre ce flow et comprendre en quel moment une partie de votre calcul est fait ou pas. Donc, pour vous expliquer ça, je vais prendre un exemple tout simple qui va utiliser les trois premiers calculs. Alors, comme je dis à mes étudiants toujours, la première chose, si on veut comprendre les calculs dans Tableau, il faut déjà savoir à quel niveau votre base de données est. Il faut comprendre ce que représente chaque ligne. C'est ce qu'on appelle le grain des données. Dans mon cas ici, chaque ligne va représenter un mois pour un client, une quantité de produits achetés et leur prix. Et mon objectif, c'est de calculer la somme du chiffre d'affaires depuis le début de l'année, donc le year-to-date revenu. Pour ça, je vais faire le calcul en 3 étapes. Première étape, je vais faire mon record level calculation, qu'on appelle en anglais calcul de base, en français, pardon, calcul de base. Et du coup, là, l'idée, c'est juste de faire un calcul horizontal pour chaque ligne. Dans ce cas précis, je vais prendre la première colonne, le prix, que je vais multiplier par la quantité pour obtenir le revenu. On va rajouter un deuxième type de calcul, l'agrégation. Et là, en fonction des dimensions que j'ai dans ma vise, et dans mon cas, la dimension que j'ai, c'est le mois, je vais agréger au niveau de cette dimension. Donc là, je demande à Tableau de faire la somme du revenu pour chaque mois. Donc si on prend l'exemple de janvier, ça veut dire que dans ma base de données, je vais aller chercher 4 lignes que je vais sommer pour avoir mon chiffre d'affaires en janvier. Et ensuite, je veux mon chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Donc du coup, je vais rajouter un troisième type de calcul, dans ce cas-là, la table calculation, qui est dans ce cas une running sum. Bien sûr, il va falloir la paramétrer dans le tableau et dire depuis quand vous voulez faire ce calcul, que vous voulez faire la somme depuis janvier, qu'à chaque début d'année, vous voulez recommencer à zéro cette somme. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais vous voyez bien que la running sum, elle s'applique après l'agrégation et que pour, par exemple, le mois de février, je vais aller chercher l'agrégation que j'ai fait pour janvier, l'agrégation pour février et faire la somme. Quelque chose qu'il faut bien garder en tête quand on fait des table calculations, c'est qu'on va accéder seulement aux données qui sont agrégées, donc au résultat de l'agrégation. On ne peut pas accéder à la base de données elle-même directement.
Donc du coup, on comprend bien avec cet exemple que les calculs vont se faire en 3 étapes. D'abord, Tableau va calculer les record level calculation, donc les calculs de base. Ensuite, il va faire les agrégations en fonction des dimensions que vous avez dans votre vise. Et ensuite, la table calculation en fonction des paramètres que vous avez fait pour cette table calculation. Alors, ce calcul, si on le met dans un calcul tableau, c'est ce que ça va donner. Et je vais du coup vous l'expliquer d'une autre manière. La première partie qui va être calculée, c'est mon calcul de base, ensuite mon agrégation et ensuite ma running sum. Donc il est clé d'identifier et d'être capable d'identifier quel type de calcul on utilise, parce que forcément ça va avoir un impact dans l'ordre de calcul et donc dans vos résultats. Alors là, on a expliqué déjà le quand ces calculs sont faits. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait une deuxième dimension à explorer pour vraiment bien comprendre les calculs dans le tableau, et c'est les niveaux d'agrégation. Donc, chacun de ces calculs se fait à un niveau d'agrégation différent. Donc, du coup, je vais introduire le dernier type de calcul, qui est le LOD, Level of Detail. Alors, pour ça, je vais utiliser ce diagramme qui permet de visualiser les différents niveaux d'agrégation. L'axe vertical que vous avez vous donne le niveau d'agrégation. Donc plus on est en bas, plus on a un niveau moins agrégé. Et tout en bas d'ailleurs, on a le niveau de la base de données, de raw data level. Et ensuite, tout en haut, c'est comme si vous agrégez pas du tout. Excusez-moi, c'est comme si vous agrégez totalement. Donc dans ce cas-là, par exemple, je vais avoir un seul point, un seul marque, un seul repère sur ma vise. Et ces traits bleus, ces flèches bleues, image le fait qu'on rajoute une dimension. Et à chaque fois qu'on rajoute une dimension, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir un niveau plus fin. Donc, du coup, on va augmenter le nombre de repères, de marques qu'on a sur notre visualisation. Et si on rajoute toutes les dimensions de notre base de données, on va arriver au niveau le plus bas, au niveau de chaque ligne de la base de données. Donc maintenant qu'on comprend un peu cette visualisation, ce diagramme, d'ailleurs, il faut que je rajoute une chose. Au milieu, vous voyez qu'il y a un trait ici. Ça, c'est le niveau auquel on visualise les données. Et dans ce cas-là, par exemple, je visualise 6 points. Donc, ça pourrait être des barres, ça pourrait être des lignes. Donc là, le mark type que j'ai choisi, c'est les points. Et dans mon cas, dans ma visualisation, j'en vois 6. Alors maintenant, on va placer dans ce diagramme les différents types de calculs. Le premier, on a le record level calculation, donc celui qu'on appelle le calcul de base, et lui se fait, comme je vous l'ai dit au début, sur chaque ligne de ma base de données, donc au niveau le plus bas. Ensuite, on a les agrégations, donc les sommes, les minimums, les averages. Ce type de calcul, il se fait au niveau de votre visualisation, ce qu'on appelle le VisLOD, pour Visualization Level of Detail. Et celui-là, bien sûr, il dépend des dimensions que vous avez choisi d'utiliser dans votre visualisation. Et là, vous allez demander de faire une somme ou un minimum ou un average au niveau de vos dimensions. Puis ensuite, on a les table calculations qui, elles, se font, comme je vous le disais, qu'avec le résultat de l'agrégation. Donc, en fait, avec ce que vous voyez sur votre vise. Je peux aller chercher des informations que sur mes 6 points. Et c'est à partir de ces 6 points que je peux faire des calculs supplémentaires, comme on a vu tout à l'heure, avec la running sum. Et maintenant, je vais introduire le dernier type, c'est le level of detail. Le level of detail, il va vous permettre de faire exactement la même chose que l'agrégation, mais à un niveau différent que le niveau de votre visualisation. Donc, par exemple, à un niveau plus fin, c'est-à-dire dans ce cas-là que dans votre LOD, vous allez rajouter une dimension. Donc voilà, maintenant on voit un peu où se situent les différents types de calculs. Et maintenant, je vais essayer de faire une petite démo pour vous faire un exemple avec les 4 types de calculs. Et vous allez voir que c'est un calcul très simple que je fais, auquel on aurait tous éventuellement besoin. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que je vais expliquer. C'est vraiment quelque chose dont on a besoin tous les jours, ou presque. Donc, dans mon exemple, où je vais 4 types, déjà, je pars de cette base de données. Vous vous rappelez, c'est la clé. Si je ne connais pas le grain de ma base de données, je ne peux pas faire des bons calculs. Donc là, le grain, c'est chaque ligne représente une année et un pays. Et pour chaque année pays, j'ai mon GDP, donc en français le PIB, et puis j'ai le PIP factor,
qui est en fait le Purchasing Power Parity Factor, qui permet de comparer des pays qui ont des niveaux de vie complètement différents. Donc, ça permet d'avoir un PIB comparable entre les pays. Donc, par exemple, si vous gagnez 1 000 € en France ou 1 000 € en Suisse, ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'allez pas pouvoir acheter autant de choses en Suisse qu'en France. Donc, du coup, le PIB est retraité avec ce facteur pour pouvoir comparer les pays différents. Et mon objectif, c'est à la fin de pouvoir calculer la part du PIB de chaque pays dans le monde. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si on prend la Chine, ça veut dire que la Chine produit 18% du PIB mondial. Pour arriver à cette visualisation, il va falloir que je fasse un calcul en 4 étapes. Donc, la première chose, c'est que je vais appliquer ce facteur qui va me permettre de comparer des pays différents. Ensuite, je vais calculer le PIB mondial. Et en troisième étape, je vais le comparer à celui du pays pour calculer le pourcentage. Et en dernier lieu, on va appliquer la moving average qui va me permettre de lisser. Donc la moving average en français, c'est la moyenne glissante qui va nous faire voir du coup des tendances et qui va enlever les éventuels pics que vous pouvez avoir. Donc allons-y, on va faire la démo. Du coup, je vais sur Tableau. Sur Tableau, vous voyez que j'ai bien la même base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, je vais commencer à faire mes calculs. Donc du coup, le premier calcul, ça va être de calculer mon GDP, donc mon PIB, mais auquel je vais appliquer mon petit facteur qui va me permettre de comparer les pays différents. Et je vais dire, ben, prends-moi le GDP. Voilà, et juste, tu vas le diviser par ce facteur qui me permet de comparer des pays différents. Voilà, donc là, c'est tout. Mon calcul est valide, je peux l'enregistrer. Maintenant, je vais reprendre ce calcul. Vous avez bien compris que ce calcul, d'ailleurs, c'était un calcul dit de base, donc qui est calculé sur chaque ligne de ma base de données. Du coup, je vais le reprendre et je vais créer un calcul supplémentaire où là, je vais l'appeler GDP pourcentage. Donc là, l'objectif, je vous rappelle, c'est de calculer le pourcentage de PIB généré par un pays par rapport au monde. Donc la part du PIB d'un pays. Donc, attendez, je vais agrandir un peu que vous voyez mieux. C'est pas ça. Voilà. Donc déjà, je vais agréger. Je vais dire, prends-moi chaque pays que j'aurai filtré. Tu m'en fais la somme. Ensuite, tu vas le diviser par mon PIB mondial de cette année. Donc dans ce cas-là, il va me falloir une LOD. On va prendre une fixed. D'accord. Et ma fixed, je vais lui dire, eh ben, prends-moi le PIB de chaque année. Ici, l'année, c'est time. Donc, calcule un mois par année. Et c'est là où je lui détermine un niveau d'agrégation qui n'est pas le même que celui de ma vise. Là, c'est juste la dimension, j'en prends qu'une time, quoi que j'ai utilisé dans ma vise. Et du coup, là, je vais lui dire, prends-moi la somme et fais-moi le PIB que j'ai calculé précédemment, PNB d'ailleurs. Ah, pardon, GDP, je me fais des nœuds entre le français et l'anglais. GDP, PPP. Voilà, j'ai juste à fermer ma parenthèse et on va être bon. Voilà. Donc du coup, vous voyez, un calcul qui du coup est assez simple. Je peux l'enregistrer. Maintenant, je vais rajouter mes filtres. Donc, on a dit qu'on faisait ça pour la Suisse. On va rajouter nos amis suisses quand même. Après, on va mettre la Chine. On va mettre les États-Unis. Et on va mettre la France. Voilà. Je veux tracer une courbe, donc je vais commencer par le calcul que j'ai fait. Cette courbe, je la veux par année. Donc je vais monter mon time en dimension parce que par défaut, je le veux en dimension. Je veux que ça soit une ligne et je veux une ligne par pays.
Voilà, on voit que là, on a des 0, on n'a pas les pourcentages. Donc, par défaut, je veux dire que je veux un pourcentage. Donc, propriété par défaut. Nombre, comme ça, je n'aurai pas à le changer à chaque fois que je l'utilise. Voilà, il n'y a plus qu'à vous mettre les marks, les labels, pardon, qu'on va mettre au début et à la fin. On va même agrandir pour que vous voyez bien. Voilà, et donc du coup, on obtient presque le graphique que je voulais faire. Il nous manque encore notre quatrième type de calcul qui se fait toujours à la fin, qui est notre table calculation. Donc je vais dire, sur ce calcul, tu me rajoutes une moving average. Et j'ai de la chance, par défaut, ça se calcule bien. Donc je double-clique. Si je vous fais voir ce que le tableau a fait pour nous, il a fait un window average et il prend en compte 0, c'est-à-dire le mois actuel, plus les 2 mois précédents. Donc on a bien une moyenne lissée sur 3 mois. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et maintenant, comment tous ces calculs sont faits l'un après l'autre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Je vais décomposer ce calcul. Ce calcul qui va faire appel à 4 types de calculs différents. Donc d'abord, comme d'habitude, je pars de ma base de données et j'essaie de bien comprendre ce que représente chaque ligne. Donc chaque ligne, là, c'est un pays et une année. Et pour chaque pays-année, j'ai mon GDP et mon facteur qui me permet de comparer des pays différents. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ce facteur, le PPP factor, qu'on a divisé au GDP. Donc du coup, c'est bien un calcul horizontal. Vous vous rappelez, un calcul record level calculation, donc les calculs de base, sont faits horizontalement pour chaque ligne de ma base de données. Ensuite, on a calculé notre LOD, notre fixed, où là, j'ai demandé de calculer pour une année entière la somme de mon GDP. Du coup, qu'est-ce que j'ai demandé à Tableau? Va voir dans la base de données, tu prends tout ce qui est 2017, en fait, chaque année, et pour chaque année, tu me fais la somme. Donc, dans mon cas, là, c'est 2017. Pour 2017, tout ce qui est en bleu, je suis allé chercher. Donc, du coup, ça veut dire que Tableau a fait un calcul vertical, si je peux m'exprimer ainsi, et il a fait la somme pour chaque année. Dans le cas de 2017, ça nous fait 126 000 milliards de PIB qu'on a ramené du coup à chaque ligne ici, ce qui va me permettre de comparer mon GDP de ce pays avec le GDP mondial pour calculer mon pourcentage, ce qui est l'étape d'après. Donc l'étape d'après, je fais la somme. Du coup, là, c'est au niveau de ma vise. Et vous vous rappelez que dans ma vise, j'avais 2 dimensions, l'année et le pays. Donc pour l'année et le pays, c'est la première partie du calcul. Je vais faire mon agrégation que je vais diviser à un niveau d'agrégation qui n'est pas celui de la vise. C'est pour ça que j'ai besoin d'une LOD, où là, je fais un fixe pour calculer sur toute l'année la somme pour tous les pays du PIB. Du coup, ça veut dire que je vais diviser cette ligne, enfin, cette colonne avec cette colonne pour avoir mon pourcentage. Et la quatrième étape, qui est du coup ma table calculation, qui s'applique, vous vous rappelez, seulement après l'agrégation, on va rajouter notre window average, qui est en fait, comme vous le voyez là, la moyenne de 3 points de façon glissante. Du coup, si on reprend ce calcul et qu'on le met comme si on le tapait dans Tableau, ça donne ça. On a fait d'abord un premier calcul, le GDP, où on a affecté, où on a divisé par notre facteur. Première chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a utilisé dans une LOD, ici un fixe, où on a fait notre calcul pour chaque année. Après, on a fait une agrégation au niveau de la vise, qui n'est pas le même niveau qu'ici, mais qui est le niveau en fonction des dimensions que vous avez choisies. Une fois de plus, c'est le pays et l'année dans notre cas. Ensuite, je ramène ma LOD au niveau de la vise, je divise les deux, ce qui va pouvoir me donner mon pourcentage de PIB généré par mon pays. Et ensuite, on va pouvoir faire notre window average. Donc, on comprend bien que là encore, c'est un flow et que
tableau va d'abord calculer certains types de calculs, les record level calculation, ensuite les LOD, ensuite les agrégations et ensuite les table calculation. Alors il y a un autre aspect qu'il faut connaître pour comprendre ce qui s'est passé dans ce calcul et pourquoi il a fonctionné. C'est que vous vous rappelez que j'ai utilisé un filtre. Si je revais ma vise, vous vous rappelez que j'ai utilisé un filtre ici. J'ai utilisé un filtre où j'ai pris que 4 pays. Ce filtre-là, il s'applique qu'à une partie de mon calcul. Et ce n'est pas facile à comprendre au départ. Donc si je reviens dans ma presse, mon filtre, il va s'appliquer que à cette partie-là. Donc que au pays que je considère, où je fais ce calcul. Pourquoi pas à mon marché, c'est-à-dire le PIB de tous les pays d'une année, pour appliquer un filtre à une LOD, il faut qu'il soit dans le contexte. Il n'est pas dans le contexte là. Donc du coup, ce filtre ne s'applique pas à mon PIB de tous les pays. Ce qui me va bien, moi je veux le comparer, les pays que j'ai sélectionnés, au monde entier. Donc je ne veux pas que mon filtre s'applique à la deuxième partie. Si je retourne, regardez ce qui se passe si je mets ce filtre dans le contexte. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, mettre dans un contexte, en fait, c'est faire add context et du coup, vous allez appliquer ce filtre avant les autres filtres. Et regardez ce qui va se passer quand je vais mettre add context, ce chiffre va changer. Pourquoi? Parce que mon marché, le pourcentage que j'ai là, ça c'est 18% du monde entier. Mais maintenant, je vais calculer un pourcentage, non pas en fonction du monde entier, mais un pourcentage en fonction de ce que je filtre, donc mes 4 pays. Donc si je fais add context, du coup là j'ai 50%. Pourquoi? Parce que la Chine représente 50% du PIB de ces 4 pays. Parce que rappelez-vous, si je retourne à ma présentation, là, mon pourcentage va être calculé par rapport à ma LOD qui a été affectée par le filtre parce que mon filtre est dans le contexte. Donc du coup, pour mieux vous expliquer, si je sélectionne mes 4 marques qui sont ici, je devrais avoir 100%, ce que vous pouvez voir ici en bas, 100%, puisque mon marché, mon PIB, j'ai divisé par juste le PIB de la somme de ces 4 pays. On a terminé, j'espère que ça a été clair pour vous, ces 4 types de calculs. Il y a juste une petite conclusion qui reste. Et la conclusion, elle se partage en 3 parties. Il faut garder en tête une chose, c'est d'abord, quand on fait un calcul, il faut absolument connaître le grain de ces données, ce que représente chaque ligne de sa base de données. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable de reconnaître les différents types de calculs. Donc les agrégations, avec les sommes, les minimums et les maximums, vous avez déjà 80% des cas. Il y en a quelques-uns autres que j'ai mis ici, et puis encore quelques-uns, mais pas beaucoup. Après, vous avez les LOD qui sont faciles à reconnaître, puisqu'il n'y en a que 3. Après, vous avez les table calculation, donc les plus communs, c'est running, rank, window, index, first, last et lookup. Avec ça, vous avez déjà 90% des cas. Et puis, tout le reste, c'est des record calculation, donc les fameux calculs de base. Et du coup, quand vous êtes capable de les reconnaître, vous allez être capable du coup de mieux comprendre comment le calcul se fait, puisque vous allez comprendre lequel s'applique en premier et lequel en dernier. Et je vous rappelle qu'en premier, c'est d'abord les record level calculation, ensuite les LOD, ensuite les aggregation, et enfin les table calculation. Voilà. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Super, merci beaucoup Yvan. On a effectivement une question dans la partie Q&A de Julien Garçon qui demande si nous n'avions pas d'année, comment faire une LOD sur la totalité des lignes? Alors, mais si vous faites les totales, enfin si vous aviez qu'une année, du coup je présume. Donc si je vais dans mon calcul, on va le faire ici, on va éditer. Si vous pouvez faire une fixed sans rien mettre, d'accord? Donc si vous faites ça d'ailleurs, si vous faites une somme
juste avec les parenthèses. Dans ce cas-là, c'est que vous prenez toute la base de données. Donc, vous faites une agrégation totale. Vous allez prendre en compte toutes les lignes de votre base de données. Ok, Julien, est-ce que ça répond à votre question? Merci. Effectivement, c'est bon. Merci, Yvan. Avec plaisir. Passer la parole à Ludovic. J'admire beaucoup son travail. J'ai beaucoup appris avec ses vises et avec ses articles. Ça m'a permis de beaucoup progresser. Donc, je suis impatient de voir sa présentation. Et si vous ne connaissez pas encore son profil tableau public, je vous conseille vivement d'y aller. C'est une mine d'or. À toi, Ludovic. Merci Yvan. Alors, il faut que je te passe la balle, je crois. Oui, Oui. voilà. Alors, il faut que je trouve la balle déjà, ça va pas être facile. Où c'est qu'elle est cette balle? Ludovic, tu es là. Ah mais ça y est, tu es déjà présenteur. Du coup, j'ai l'impression, ouais. Je vais du coup partager mon écran. Ah, un peu de spoiler, c'est pas très grave. Merci Yvan déjà. Tu me fais rougir, hein, tu es toujours trop gentil. C'est toujours très compliqué de passer après toi, tellement tu es pédagogue et que tu nous apportes beaucoup également. Du coup, je m'appelle Ludovic Thénardier, donc je suis lead DataVis chez Fashion Data. Donc Fashion Data, c'est une société qui met des big data à disposition des entreprises de la mode et du retail. Donc mes intérêts sont principalement en fait la production de graphiques et bien conçus à l'intérieur de produits, vous allez voir, data ou de tableaux de bord aussi bien conçus. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai été finaliste de la Ronvise à la Tableau Conférence 2018 et co-intervenant de la session Surprise Me si vous étiez à la Tableau Conférence en Europe 2019. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon tableau public où je partage moins souvent qu'avant, mais j'essaie toujours de partager du coup des bonnes pratiques autour de tableaux, à me suivre sur LinkedIn ou sur Twitter, donc sous ltavernier7. Donc, je remercie le Tableau User Group France et Suisse de me laisser aujourd'hui l'opportunité de vous partager une courte session en fait, sur l'introduction du design de produits tableau software. Et pourquoi je parle de produits et pas de tableau de bord en fait aujourd'hui? C'est parce qu'en fait, je suis persuadé que Tableau et ses fonctionnalités natives nous permettent d'aller plus loin en fait, dans le développement, notamment au niveau de l'expérience utilisateur et du design des composants. Et en fait, parler produit, en fait, à la place de tableau de bord, me permet en fait d'amener tout un bagage qui existe déjà au niveau du développement d'applications mobiles, de sites web ou de web apps. Je peux parler de théorie, de méthodologie, d'organisation du travail, en réutilisant du coup ce terme produit que la plupart d'entre nous connaissent quand même. Il faut dire qu'on en consomme en fait quotidiennement des produits. Donc moi, par exemple, je me lève le matin, je suis un peu geek, donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur Twitter et du coup poursuivre l'actualité donc autour de tableaux ou de la data visualisation. Avant le Covid, j'étais aussi assez friand du coup de déplacements et du coup j'utilisais de manière assez régulière donc le site de Airbnb pour du coup réserver mes hébergements. Pareil, de manière quotidienne, donc une fois que j'ai commencé ma journée de travail, j'ai utilisé des applications telles que LinkedIn, Monday, Slide ou Slack encore, qui sont du coup de web apps bien conçues et efficaces. Et je vais me connecter à Tableau Online et je vais aller sur mon outil de pilotage. Et je ne vous cache pas que des fois, il m'arrive d'être un peu déçu d'utiliser des dashboards Tableau après avoir passé en fait toute la première partie de ma journée à utiliser du coup des pages d'accueil type Airbnb ou Twitter. Et en fait, la plupart du temps, vous et moi, c'est normal. En fait, en tant que développeur, si vous êtes développeur, on n'a pas les réflexes d'un web designer, ce qui est normal. Et pourtant, en fait, tout ce qui est expérience utilisateur et design global sont clés dans l'adoption donc des outils que vous allez mettre à disposition sous Tableau. Et en fait, ce principe, il nous est rappelé par Jacob Nielsen, c'est que la plupart de nos utilisateurs passent la plupart de leur temps donc, sur d'autres sites, ce qui veut dire que vos utilisateurs préféreront toujours que votre site fonctionne de la même manière que les sites qu'ils connaissent. Et je pourrais remplacer ça facilement par dashboard Tableau. Vos utilisateurs passent la plupart du temps sur d'autres sites, comme moi sur Twitter ou sur d'autres applicatifs, et cela veut dire du coup que vos utilisateurs préfèrent que votre dashboard Tableau marche un peu de la même manière que les sites qu'ils connaissent déjà. Et du coup, je me suis un peu prêté au jeu. Du coup, c'est un produit que j'ai créé, que vous retrouverez sur mon dashboard tableau public. J'ai essayé du coup d'améliorer mon expérience utilisateur et mon UI dans le développement de produits Tableau. Donc c'est quelque chose que j'ai produit il y a quelques mois.
Et ça va me servir de base d'exemple aujourd'hui pour vous parler du X et du Y. Et avant de commencer, je vais vous partager mes définitions globales du X et du Y. Pour moi, le X, c'est quoi? Donc, c'est le voyage, mais s'il était plaisant ou non. Donc, est-ce que vous êtes arrivé à destination? Donc, est-ce que vous avez trouvé la réponse à votre question? Combien de temps vous y êtes passé? Combien d'actions étaient nécessaires pour y aller? Est-ce que vous étiez noyé sous l'information, par exemple? Et l'UI est plus par rapport à l'équipement, l'infrastructure. Donc, est-ce que vous avez tous les composants nécessaires pour faire le travail? Est-ce que les composants étaient faciles à utiliser? Est-ce qu'ils étaient bien conçus? Est-ce que les écrans étaient également bien conçus et facilement lisibles? Pour prendre la page de Airbnb, par exemple, une UI peut être ce calendrier et la manière dont il est conçu, donc en termes de typographie, comment dire, de couleurs, d'espacement, etc. Et l'UX est la manière dont il est amené, donc dès la page d'accueil, on va dire, vu qu'on veut rechercher, enfin le but principal de Airbnb est de rechercher un logement sur quelques jours. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de théorie autour de l'UX et comment du coup Tableau me permet donc de suivre. Je vais vous présenter 2 ou 3 principes et comment Tableau du coup me permet, grâce à une fonctionnalité native que j'apprécie beaucoup, d'améliorer l'expérience utilisateur de mes produits. Je vais vous parler du coup de 2 lois qu'on retrouve sous les principes de Gelstat. Donc il y a plusieurs principes sous Gelstat, 5 ou 6. Je vais me concentrer sur 2, donc qui est la loi de région commune et la loi de proximité. Donc la loi de région commune, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est que les éléments ont tendance à être perçus dans des groupes s'ils partagent la même aire avec une frontière bien définie. Et la loi de proximité, elle, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est que les objets qui sont proches, pareil, ont tendance à être mis dans des groupes ensemble. Et qu'est-ce que j'appelle groupe? En fait, c'est des éléments qui travaillent ensemble, donc qui ont peut-être le même objectif, qui parlent de la même chose. Un groupe qui suit la loi de région commune et la barre de filtre en haut. Donc, elle est bien définie autour d'une frontière et en fait, ils partagent donc la même fonctionnalité, le même comportement qui est de filtrer cette page d'accueil pour nous amener sur des résultats d'une recherche. C'est tout bête, hein, mais du coup, la plupart des applicatifs qu'on utilise utilisent ces techniques et ces principes théoriques. Pareil, donc on a des lois de proximité cette fois-ci, vu qu'on n'a pas forcément d'air ou de frontières, mais des éléments proches qui, du coup, par exemple, pour les éléments tout en haut donc à droite, pardon, partagent un même comportement, ils amènent sur une autre page, alors que mes éléments groupés tout en haut à gauche partagent également un même comportement, c'est de changer la page d'accueil en fonction de ce que je vais cliquer. Et du coup, ces éléments se regrouper au même endroit pour nous aider, nous guider, nous faciliter dans l'interprétation de l'information du site. Et en fait, dans Tableau, il y a un truc assez puissant qui va vous permettre de gérer un peu tout ça, c'est les conteneurs. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'utiliser, mais c'est vraiment, pour moi, ça a l'air tout bête, hein, mais un des points les plus intéressants de Tableau, c'est d'utiliser ces conteneurs pour organiser l'information. Donc, vous avez des conteneurs horizontaux ou verticaux qui vous permettent d'aligner des objets donc de manière verticale ou horizontale. Et vous allez pouvoir, du coup, vous amuser à changer les bordures, les fonds, la couleur de fond, et ce qu'on appelle les remplissages dans Tableau, du coup, c'est les marges de ces éléments. Et vous l'avez compris, avec tout ça, je peux suivre ces principes du X. Donc, je vais reprendre l'exemple que je vous ai montré et pour vous montrer comment les conteneurs m'ont permis, du coup, d'améliorer le produit que j'avais à la base. Il faut savoir qu'en fait, ce visuel est constitué, si vous voulez, de conteneurs imbriqués les uns dans les autres. Si je commence par la loi de région commune, du coup, comment les conteneurs peuvent m'aider? C'est tout bête, vous l'avez compris, c'est en mettant un fond de couleur sur, du coup, des choses qui fonctionnent ensemble. Par exemple, sur le conteneur vert en haut, donc j'ai décidé de les mettre dans le même conteneur, vu qu'ils parlaient en fait de la même chose, un KPI qui est la vente, qui est segmenté par la suite par catégorie. Ils sont positionnés ensemble dans un même conteneur. J'ai rajouté une couleur de fond pour induire donc à l'utilisateur que ces deux visuels travaillent ensemble et fonctionnent ensemble. On peut étendre ce principe à ajouter des couleurs de fond, bien sûr, au visuel. Donc mes deux visuels, donc la courbe et le bar chart,
fonctionnent de manière indépendante. J'ai donc proposé de mettre une couleur de fond blanche sur chacun de ces visuels pour les séparer. Enfin, des fois, en fait, la bonne idée aussi, ce serait de ne pas utiliser de fond lorsque j'ai déjà utilisé des fonds sur d'autres conteneurs. Par exemple, mon côté gauche qui parle en fait de KPI autour de l'équipe, alors que le côté droit, non, c'est l'inverse. Je suis un peu dyslexique. Le côté gauche qui parle d'informations sur la personne et le côté droit d'informations sur l'équipe, je voulais le différencier et le mettre à part. Et j'ai donc décidé de ne pas lui appliquer deux couleurs de fond afin que tous ces éléments soient regroupés ensemble, soient interprétés ensemble lors de la lecture par l'utilisateur. Donc voilà, lorsque vous avez un dashboard qui est créé, si vous n'appliquez pas en fait, ces notions de couleur de fond ou de bordure, vous vous retrouvez peut-être avec beaucoup d'informations à digérer, difficiles à interpréter et difficiles à corréler ensemble, alors que dès que vous allez ajouter une couleur de fond ou des bordures sur vos conteneurs et bien organiser vos conteneurs, vous allez pouvoir digérer un peu mieux l'information. Mais on voit que ce n'est pas nécessaire. Et c'est là que la loi de proximité est très intéressante. Donc c'est ma loi préférée, sachez-le, puisque en fait, vous allez vous rendre compte qu'en ajoutant du coup des marges à vos éléments, vous allez être encore plus performant dans la lisibilité de vos informations et le fait d'induire, on va dire, le chemin à parcourir par l'utilisateur. Donc, j'ai mes deux côtés gauche et droit sur lesquels j'ai mis des marges assez prononcées qui me permettent encore une fois de différencier donc les deux contenus, un contenu gauche et droit qui ne racontent pas la même chose et qui sont un peu décorrélés. De la même manière, j'ai rajouté des marges, donc à la fois internes et externes, qui servent notamment aussi à laisser respirer un peu l'information, mais aussi du coup, encore une fois, à guider donc, mon utilisateur dans le parcours de mon information, donc lui faciliter la lecture. Donc qu'est-ce que ça donnerait? Donc encore une fois, donc là je n'avais aucun élément de marge ni de fond. Dès que j'avais rajouté des éléments de marge, je vois très bien que mon dashboard devient plus facile à lire, plus facile à digérer et donc à interpréter par l'utilisateur. Il va passer moins de temps à rechercher de l'information et à répondre à ces questions. Et si j'ajoute du coup les fonds et donc la loi de région commune, on arrive vraiment à un produit qui est facile à lire, facile à interpréter, et donc c'est du temps gagné pour l'utilisateur dans l'interprétation de ces chiffres et dans son travail au quotidien. Je voulais vous parler d'une autre loi, tant qu'on est sur les conteneurs, c'est la loi de Miller, du coup, qui dit que la plupart des personnes peuvent retenir seulement 7, plus ou moins, éléments dans leur mémoire. Et en fait, c'est plutôt autour de 4. Et en fait, c'est utilisé constamment dans les sites qu'on utilise. Donc, par exemple, je reprends le site de Airbnb, tous les éléments, tous les groupes dont on a parlé tout à l'heure sont composés au maximum de 4 éléments. Et ce n'est pas anodin. Et grâce au conteneur, vous allez pouvoir faire un peu la même chose. Votre conteneur, par exemple, principal ici, donc que j'ai utilisé dans mon visuel, je vois que j'ai 4 éléments distincts. J'en ai pas mis plus. Dès que je vais aller dans mes sous-conteneurs, pareil, je vais essayer d'organiser l'information pour ne pas avoir trop d'éléments graphiques. Donc encore une fois, 3 sur chacun de mes côtés. Et enfin, sur mon conteneur le plus fin, j'ai mis que 2 éléments pour, encore une fois, faciliter le travail de mémorisation et d'interprétation par l'utilisateur. Et tous ces éléments-là sont un peu clés et tout ça est réalisé grâce aux conteneurs, messieurs, dames. Donc, je vous invite vraiment à les utiliser et à réfléchir leur utilisation de manière un peu plus poussée. Voilà. Une deuxième partie du coup de cette présentation, je voulais vous montrer en fait un peu de pratique autour de lui. Donc je vous ai présenté ce que c'était lui, et je pense qu'en fait Tableau peut nous permettre de développer des composants qui ont des meilleurs look and feel, grâce notamment aux nouvelles fonctionnalités natives apportées par Tableau. Et je vais vous parler de paramètres d'action. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore connu les paramètres d'action, c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée, je ne sais plus si c'était en 2018 ou 2019, qui vous permet en fait de changer donc, les valeurs d'un paramètre grâce à des actions. Donc, vous connaissez sans doute les actions que vous pouvez utiliser, par exemple, pour surligner ou filtrer. Donc, on a la même chose maintenant qui est disponible pour changer la valeur d'un paramètre en cliquant, par exemple, sur un visuel.
Ce qui nous permet en fait de créer, vous allez le voir, de nouveaux composants graphiques, mine de rien. Je vais vous présenter comment, par exemple, construire des boutons pour changer la granularité d'une période. On pourrait faire des incrémenteurs, je vous présenterai aussi, et même construire des calendriers custom. Donc ici, j'ai voulu refaire le calendrier proposé par Airbnb, justement, parce que je le trouvais assez intéressant. Tout ça grâce à des paramètres d'action. Donc, je vais vous présenter une petite démo. Comment fonctionnent du coup les paramètres habituels? Donc ici, j'ai un visuel où j'utilise un paramètre qui s'appelle period chooser, hop, où je peux choisir la granularité de mon axe temps en day, week ou month. Et du coup, vous l'imaginez bien, j'ai un champ calculé qui me permet de recalculer à chaque fois donc, la date en fonction du paramètre choisi. Donc, le tableau nous propose ce type de composant. Donc, vous voyez sur le côté, lorsque je le change, ma granularité change. Mais moi, je voulais reconstruire, je ne sais pas si vous croisez aussi beaucoup de ce type de visuel, des boutons qui me permettent de changer du coup ce paramètre. Comment ça va fonctionner du coup? Pour ce faire, hop, j'ai chargé une nouvelle source de données qui donc possède les 3 modalités que je peux rencontrer dans mon paramètre, day, week et month. Et je vais utiliser ce nouveau jeu de données en fait pour créer un visuel sur une feuille. Si je passe value ici, donc je vais créer en fait des barres qui vont un peu mimer ce que me font le look and feel que peut avoir un bouton. Donc vous allez voir, je suis très friand du min de 1 pour construire ce genre de visuel. Donc grâce à ce min de 1, j'ai construit ces barres qui me permettent d'avoir des pseudo-boutons. Vous l'avez bien compris. Et là, ça va être très intéressant puisque grâce au paramètre d'action, je vais pouvoir dire OK. Donc, je vais dans Worksheet, Action. J'en avais un qui est resté, je vais l'enlever. En ajoutant une action de type changer le paramètre, je vais pouvoir dire tu me changes le paramètre d'action, le paramètre période chooser, et tu me remplaces la valeur par le champ value. Et si je clique ici, je vais nous rajouter une couleur donc, qui est un booléen qui va nous dire quand la valeur est égale au paramètre, tu me mets une couleur différente pour bien vous montrer comment ça fonctionne. J'ai un petit bug, excusez-moi, les joies du direct. Voilà. Donc ici, mon paramètre est sur month. Mon booléen est à vrai. Si je clique sur day, mon booléen du coup devient vrai sur day. Donc j'ai changé mon paramètre en fait grâce au visuel. Et je suppose que vous avez compris tout ce qu'on peut faire grâce à ça. On peut du coup créer de nouveaux composants graphiques. C'est ce qui a été fait. Hop, je vais me remettre ici, si vous voulez. Donc j'ai créé un bouton donc, qui permet de changer, je vais le mettre en plein écran, donc l'agrégation, la granularité de mon axe temps de manière, on va dire, plus traditionnelle par rapport à ce que je peux rencontrer sur d'autres sites, sur le net par exemple. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres techniques à avoir. Donc, si je vais sur la configuration de ce visuel, vous verrez que j'utilise notamment un axe double avec un calcul à l'intérieur qui me permet en fait, je ne sais pas si vous voyez, vous avez vu tout à l'heure, mais lorsque j'ai cliqué sur Monf, donc j'ai par défaut la bordure une bordure noire qui apparaît de sélection et qui me grise donc les autres éléments. Je n'ai pas prévu de vous le présenter aujourd'hui, je pense que ça fera partie d'une autre présentation, mais il y a des techniques qui permettent du coup de désactiver un petit peu ce comportement natif que peut avoir donc la bordure en surbrillance proposée par Tableau. Voilà, donc je pense que vous avez compris comment fonctionnent les paramètres d'action et du coup comment vous pouvez créer grâce à de nouvelles feuilles, à de nouveaux visuels, et en fait des bar charts ou d'autres éléments, des boutons. On peut encore aller plus loin, vous allez voir. Par exemple, j'ai créé du coup ce genre d'incrémenteur. C'est pareil que j'ai trouvé sur le site d'Airbnb. Je voulais refaire la même chose. Dès que je vais cliquer sur le bouton plus, donc il va m'ajouter toutes les commandes qui ont un seul produit distinct dans la commande.
Si j'appuie sur 2, il me met à 2 produits distincts, 3 produits distincts, etc. Je peux aller jusqu'à 9. Pareil, ce qui m'intéressait, c'est de le faire au maximum, de mimer au maximum ce qui se passe sur Airbnb, c'est-à-dire de griser ce bouton dès que j'arrive à 9. Du coup, quand j'appuie, l'incrémenteur ne fonctionne plus, mais si j'appuie sur le moins, je peux décrémenter. Voilà. Et comment ça a été réalisé, donc, ce genre de bouton? Donc, pareil que tout à l'heure, en fait, ce sont des feuilles, et derrière tout ça, donc j'ai 2 feuilles, j'en ai un pour décrémenter et un pour incrémenter. Sur le dashboard, j'ai des actions, j'ai 2 actions, qui sont des actions de paramètres. Donc j'ai une action qui me change mon paramètre de chiffre, puisque derrière c'est un paramètre chiffré, en lui appliquant une nouvelle valeur qui est la valeur +1 du paramètre actuel. Pareil pour le previous. Et comment ça fonctionne derrière ce bouton? Si je vais sur le bouton moins, donc pareil, j'ai beaucoup de champs calculés, mais qui me permettent d'avoir ce look and feel un peu différent de ce qu'on pourrait avoir sur Tableau traditionnellement, notamment ce que je vous expliquais tout à l'heure, la désélection. Mais ce qui va être intéressant, donc j'ai de vous montrer, donc j'ai ce paramètre, donc qui est juste un paramètre de type integer, et je vais aller le mettre à jour grâce à un champ calculé. Donc faites pas attention à cette partie qui me permet de gérer le fait que ce soit inférieur toujours à 9, mais cette partie est importante qui me permet du coup de dire, voilà, Tableau, mets à jour ce paramètre avec la valeur -1. Et vous verrez que du coup, je l'ai mis dans détail. Hop, ici, il est où? Ici, numberChooser.previous. Je l'ai placé au niveau de détail et du coup, ça me permet de le réutiliser dans le paramètre d'action du dashboard. Je vais peut-être finir par vous présenter un calendrier, puisque pareil, j'ai un peu spoilé. Voilà, donc ce que je voulais faire, c'était refaire un calendrier qui me permette de sélectionner à la fois la date de début et date de fin. Puisque lorsque vous travaillez avec des dates de début et dates de fin en tant que paramètres, vous avez bien sûr 2 commandes différentes sous Tableau. Ce que je voulais faire, c'était de pouvoir sélectionner une date de début, puis sélectionner une date de fin, et potentiellement d'avoir une date de début et une date de fin qui se retombe sur un autre mois. Donc, je pense que vous avez compris ce qui se passe au niveau du mois au-dessus. De la même manière que j'ai créé donc l'incrémenteur et le décrémenteur, on peut créer du coup si je vais sur dashboard action, un paramètre d'action, une action de paramètre, pardon, avec l'anglais ça commence à être compliqué, une action de paramètre qui du coup met à jour le mois en fonction du mois +1. Ça, c'était la première partie, mais ce qui va plus vous intéresser, je pense, c'est de comment j'ai réussi à faire ce calendrier, pareil, en updatant un paramètre sur une nouvelle valeur. On va aller voir comment ça se passe. J'espère qu'il me reste encore assez de temps. Du coup, comment ça se passe? Vous voyez que c'est une visualisation assez, pas compliquée, mais avec beaucoup de champs utilisés. Encore une fois, c'est plus pour le look and feel et le design qu'ils sont là. J'utilise d'ailleurs, comme tout à l'heure, où j'avais utilisé du coup un nouveau jeu de données, j'utilise un référentiel de date pour construire ce calendrier. Et qu'est-ce que je vais faire du coup? De la même manière que tout à l'heure, je disais à mon nombre d'aller s'incrémenter de +1 à -1, je vais aller dire à ma date de s'incrémenter d'une nouvelle valeur. Et en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que mon paramètre de date est en fait un champ texte avec une date de début et date de fin. Du coup, dès que je vais faire un clic, je vais devoir savoir si je lui renseigne uniquement la date de début, ou date de début et date de fin, ou si je réinitialise du coup ce paramètre. Et comment ça s'est fait? Je vais vous montrer tout ça grâce à un petit calcul. Encore une fois, c'est pas très compliqué au final. C'est de se dire, donc j'ai mis des commentaires pour vous aider. Si je n'ai aucune sélection et si mon paramètre est vide, tu initialises avec la date de début. Si tu trouves le point virgule dans le paramètre, c'est que tu as déjà sélectionné une date de fin, donc tu réinitialises. Si ta nouvelle date sélectionnée au clic est inférieure à la date de début, tu réinitialises, puisqu'on veut une plage de date où la date de fin est supérieure à la date de début. Et sinon, en fait, tu prends ton paramètre, donc qui est ta date de début,
tu lui ajoutes point virgule et tu ajoutes du coup la nouvelle date au clic, ce qui permet d'avoir un intervalle. Et après, donc, ça reste assez simple. Vous avez juste à créer du coup deux champs qui vont, grâce à un split, qui vous permettent de récupérer la date de début et la date de fin avant de le réutiliser dans un visuel et de pouvoir mettre à jour du coup, hop, si je vais ici, donc grâce à, hop, je vais vous montrer, grâce à un filtre de dire, c'est ici, voilà, si tu es dans cet intervalle de début ou de fin, alors filtre la donnée. Voilà comment ça se présente. Vous pouvez aller plus loin après, bien sûr, puisque là, il prend peut-être un peu beaucoup de place et vous pouvez jouer avec les comptes. Ah, vous êtes un peu spoilé. C'est que vous pouvez bien sûr jouer avec les conteneurs et le fait de pouvoir faire afficher ou ne pas afficher des conteneurs pour cacher du coup ces nouveaux composants UI que vous travaillez et donc, encore une fois, vous rapprocher de plus en plus des produits que vous avez l'habitude d'utiliser sur Internet ou au niveau de votre mobile ou de web app. Voilà pour moi. Hop, je vais revenir ici. Je vous remercie. Donc, ça a été très rapide. J'avais encore plein de choses à vous dire. J'ai dû raccourcir la présentation. Si vous m'invitez une prochaine fois, j'aurai encore plein de choses à vous dire sur d'autres principes du X et sur d'autres potentielles utilisations des fonctionnalités de tableau pour produire d'autres nouveaux composants graphiques. Je vous remercie. J'espère que c'était pas trop facile à digérer et je vais passer du coup la main à Frédéric. J'ai hâte d'écouter ce qu'il a à nous dire sur son sujet. Merci. Merci Ludovic, il faut que tu me donnes la main pour que je puisse... Ah voilà. C'est bon, oui. Excellent, merci beaucoup. Un grand plaisir pour moi de partager quelques instants de notre univers tableau et tableau prep chez Assura. Donc, j'espère que ces deux premières présentations vous ont plu. Pour ma présentation, j'ai choisi d'être un peu plus haut niveau, à savoir que je vais raconter une histoire plutôt que d'être dans la technique. Alors effectivement, dans le contexte qu'on a vécu ces derniers temps, c'est la crise du Covid qui a occupé quasiment toute la planète et en particulier une caisse maladie comme la nôtre. Et donc avant de partir dans le vif du sujet, donc je suis membre d'une équipe de data analyst et membre de la direction du département dans lequel je travaille, donc chez Assura. Et puis j'ai eu la chance de découvrir Tableau depuis 2016. Et finalement, cette crise Covid m'a obligé à me prendre au jeu de Tableau Prep, puisque, comme on le verra dans cette présentation, la nécessité fait loi. Et puis, depuis 2018, je suis membre du Tableau User Group et même responsable de celui-ci. On se réunit entre 3 et 4 fois par année dans les régions de Lausanne, 3 fois, et Genève généralement une fois. Et puis, si on est une centaine de membres, généralement c'est entre 40 et 50 personnes qui viennent. Donc, bienvenue à tous. Alors, quel est notre contexte organisationnel quand il s'agit de la data chez Assura? De façon très simple, on pourrait imaginer que nous avons 4 couches. La partie low level, qui est la partie IT, le système d'information générale d'Assura avec les applications, surtout les bases de données. Et puis notre équipe de data analyst n'accède pas directement à cette couche de données applicatives, mais on peut bénéficier de l'appui d'une équipe BI qui, elle, prépare des sources de données robustes, structurées. Il y a des processus de mise à jour, il y a des règles de gestion qui sont strictes. Les données qui sont issues de BI Team sont auditables par les différentes autorités de surveillance que nous avons en Suisse. Les autorités de surveillance sur les marchés financiers notamment. Donc, c'est nécessaire d'avoir des données qui sont extrêmement structurées, de bonne qualité et puis robustes, comme j'ai dit. Et puis, notre équipe de data analyst
et la couche intermédiaire avant les utilisateurs de la donnée, donc les utilisateurs tableau en l'occurrence. Et puis, on va puiser nos données généralement dans presque tout le temps dans des données mises à disposition par BI-Team. Il y a quelques exceptions, on utilise des fichiers externes, mais c'est pas la nécessité ou c'est pas c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, ça, c'est le normal time. Et puis, c'est généralement donc, les cas A et les cas B. Donc, j'ai fait cette petite matrice qui montre que quand il est nécessaire d'avoir des données qui sont d'extrêmement haute qualité, qui sont fiables, eh bien, on sera sur la partie droite de notre cadran. Même à l'extrême top droite, ce sera pour des données permanentes sur du long terme. Justement, comme je l'ai dit, c'est des données qui sont auditables, des dashboards qui sont auditables. Et puis, quand il s'agit d'activités opérationnelles, peut-être pour un collaborateur, pour une équipe, pour analyser un processus, ce genre de choses, eh bien, on sera peut-être plutôt dans la partie B du cadran. Et puis, il y a des cas exceptionnels et le cas Covid 2020 nous a poussé à faire un move dans certains contextes et d'être dans la partie C de ce cadran, et c'est ce que je raconterai aujourd'hui. Alors, un exemple de cas A, donc c'est des données très haut niveau, ça peut être des données de détail, hein, comme Yvon l'a partagé tout à l'heure. Il faut savoir toujours où on se situe. Là, on a un niveau d'agrégation qui est extrêmement élevé. Ça me permet de vous parler en quelques mots d'Assurad, donc qui est la 3e caisse maladie de Suisse. On a un peu plus d'1 million d'assurés. En 2019, nous avons décompté 8,7 millions de factures, donc c'est des factures de médecins, d'hôpitaux, de pharmacies, etc. Et puis le montant total de ces prestations versées auxquelles les assurés ont droit approche les 3 milliards. Notre groupe, au 1er janvier, avait environ 1200 collaborateurs. Et puis, il y a quelques informations concernant la répartition géographique de nos assurés, la part du canton, par exemple, du canton de Vaud dans lequel je suis, qui est de 1/4 à peu près. Et puis l'évolution du nombre de factures qu'on a décomptées. Alors effectivement, vous le voyez ici, il n'y a pas de notion de year to date, mais je sais que j'ai un budget de quasiment 9,6 millions de factures pour 2020. Donc ça, c'est les informations générales. C'était donc notre exemple A. On a d'autres exemples B. Je vais pas aller trop dans le détail. Par exemple, la productivité d'un collaborateur ou bien l'observation de flux avec différents indicateurs, différentes possibilités d'analyser les processus de notre département. Donc ça, c'est notre exemple B, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Ce qui m'intéressait de voir avec vous aujourd'hui, c'est que effectivement l'aventure Covid, le contexte Covid nous a complètement dérangé dans notre façon d'accéder, de penser et puis d'accéder à la donnée, de penser données. Et puis effectivement, c'est des choses que vous avez certainement aussi rencontrées dans vos contextes professionnels ou dans vos contextes privés. Quand il y a une crise, eh bien, on se retrouve parfois lié face à soi-même. On a l'obligation de trouver des solutions, des workarounds. Alors effectivement, quand il s'agit de données, on a besoin de réactions. Quand il s'agit de prendre des décisions, eh bien, les cycles de décision sont peut-être plus courts. Au lieu de prendre quelques semaines ou quelques jours, ben, ça va peut-être être quelques heures. On doit aller chercher des nouvelles données, donc des données qui n'étaient pas sur le radar ou sur les radars habituels. Peut-être capturer une donnée beaucoup plus tôt quand on la reçoit plutôt que d'attendre qu'elle soit dans les bases de données institutionnelles. Et puis, parfois, on a même la nécessité d'analyser plus profondément dans certains contextes. Et puis, je ne leur jette pas du tout la pierre, mais nos collègues de l'IT et de BIT, justement, avaient aussi toute une série de places sur le feu. Donc, c'était nécessaire que, dans ce contexte, on se débrouille.
Et puis, Tableau Prep m'a aidé à faire face à certains éléments de la crise. Alors, bien sûr, pas à tous les éléments, mais donc, pourquoi? Parce qu'on a eu des nouvelles questions, on a eu des nouvelles décisions à prendre. Typiquement, du jour au lendemain, on avait quasiment, il restait 10 ou 15% de nos collaborateurs sur site, les autres étaient en télétravail. Est-ce que ça avait un impact sur la productivité? Est-ce que le comportement de nos clients a changé? Est-ce qu'on a été submergé en termes de volume? Etc., etc. Donc ça, c'est les premières questions opérationnelles qui se sont posées. Et puis, quelques temps après, eh bien, effectivement, pour une caisse maladie, quels seront les impacts sur les coûts de la santé, donc sur les primes aussi indirectement sur les primes que vont payer nos assurés. Des questions toutes simples, combien coûte une hospitalisation en moyenne? Est-ce qu'il y a des disparités dans les cantons? Combien de temps les gens restent à l'hôpital dans le contexte d'une hospitalisation liée au Covid-19, etc., etc. Donc on a dû aller chercher des nouvelles données. Et puis, comme je l'ai dit plus tôt, on n'avait pas forcément la possibilité d'aller dans les données habituelles. Et on a dû, en quelque sorte, bypasser en utilisant Tableau Prep, on a dû bypasser l'accès à des données conventionnelles. J'ai appelé ça external data simplement parce que c'est des données nouvelles, des données qui ne sont pas encore des données structurées, mais c'est quand même des données qui vont pouvoir nous aider opérationnellement pour prendre certaines décisions ou pour aider la direction générale du groupe à prendre des décisions. Alors, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Eh bien, comme je l'ai dit, on a des nouvelles données qu'on a dû aller capturer, donc dès le tout début du flux. Donc là, on a fait appel à un de nos fournisseurs d'applications avec lesquels on travaille. Donc, on est SaaS, on lui a demandé de nous fournir un email tous les jours avec un fichier CSV qui contient des données. Plutôt que de les avoir après 2 ou 3 jours, bien on les avait des réceptions. On a mis en place des dashboards qui sont rafraîchis tous les jours, et puis certaines fois même rafraîchis à la main, plutôt que d'être rafraîchis une fois par semaine de façon automatique, etc., etc. Et la bonne nouvelle, c'est que, comme je l'ai mentionné déjà à plusieurs reprises, mais c'est Tableau Prep justement qui nous a aidés dans ce chemin d'indépendance et d'agilité. Alors, je ne vais pas faire une démo de comment utiliser Tableau Prep parce que ça prendrait un petit moment. Ce qui m'intéressait simplement, c'était de voir le rendu d'un dashboard. Alors, j'ai encore pas suivi tous les cours de mes collègues du jour, Ludovic et Yvan, parce que effectivement, j'ai pas suivi le UX, UI, et c'est mon expérience en fait, mais je pense que vous allez quand même comprendre que dans ce cas, nous avons la notion de contexte pour la Suisse qui est comparée au contexte d'Assura quand il s'agit des hospitalisations liées au Covid. Alors, actuellement, il y a un peu plus de 30 000 personnes en Suisse qui ont été diagnostiquées Covid-19, ce qui correspond à 5 300 hospitalisations. On estime 3 900 cas chez Assura, un équivalent, pardon, ça c'est des données réelles. Alors, c'est des données fake, mais ici, sur le dashboard de production, on a 218 hospitalisations et puis un certain nombre d'autres informations que je vais vous montrer sur tableau serveur. Alors, donc, là, c'est un tableau que j'ai préparé spécialement avec des données falsifiées pour notre présentation du jour. J'ai essayé d'être le plus épuré possible en donnant un minimum de possibilités à l'utilisateur d'interagir, parce que ce n'était pas l'objectif. Typiquement, il n'y a pas de filtre sur les durées, il n'y a pas de filtre sur les cantons, etc., parce qu'on devait rester très haut niveau dans un premier temps. Et les quelques possibilités que j'ai laissées à l'utilisateur, eh c'était par exemple ici en comparant
montant moyen et les quantités, eh bien, on parle des durées d'hospitalisation qu'on compare au montant moyen. Là, on a une notion cantonale. Hein, donc pour nos amis français, le canton, toute échelle ou toute proportion gardée, ça correspond à vos départements. Et puis ici, j'ai une petite particularité que j'ai ajoutée en termes d'expérience utilisateur, c'était d'ajouter les étiquettes. Alors, je déteste ce genre d'obligation parce qu'elle alourdit la visualisation, mais vous allez comprendre qu'elle est utile à ce moment-là. Parce que certains de ces dashboards finissent sur le bureau de la direction générale et certaines personnes de la direction générale veulent avoir les étiquettes de données. Alors, voilà pourquoi j'ai ajouté cette petite option à l'utilisateur. Donc, personnellement, je me contenterai de ça, mais certaines obligations de ma hiérarchie ont nécessité qu'on ajoute cette petite fonctionnalité. Et puis, finalement, d'autres informations ici où on calcule quelle serait la proportion des assurés touchés au Covid. Et là, ben, pour l'exemple, j'ai dû aller chercher des données externes, donc les données de la population suisse. J'ai dû aller chercher les données de notre portefeuille d'assurage. J'ai dû aller chercher des fichiers qui circulent sur le net, des fichiers officiels concernant la proportion de personnes à part de la population qui a été infectée par le virus. Et puis finalement, bah, ramener à notre part de marché qui est de 12%, on peut estimer que 3900 personnes seraient touchées ou pourraient avoir été affectées par le Covid. Alors ça, c'est la partie visible, c'est la partie finale de cet exercice, ou un des exercices qu'on a dû mener dans le contexte du Covid avec Tableau Prep. Et puis là, je reviens à ma présentation, pour autant qu'elle s'affiche, où je vous propose un exemple de flux qui est effectivement l'utilisation de 4 sources de données qui sont parfois en inner join, qui sont parfois en right join ou left join, etc. Il y a des possibilités de nettoyage, même des obligations de nettoyer les champs. Il y a parfois des possibilités d'agréger. Hein. Yvon nous a parlé de différents niveaux de données, hein, quand on est à la ligne et puis qu'on est obligé de remonter peut-être d'un niveau pour pouvoir comparer ou joindre deux sources de données. Eh bien, Tableau Prep nous permet d'agréger ces données. Finalement, il y a toute une série de nettoyages, de renommages, ou bien même de suppression de champs inutiles qui ont été accumulés pendant toute la préparation. Et finalement, la possibilité de Tableau Prep donne de publier la source de données sur le serveur et la mettre à disposition d'autres collègues pour l'utilisation dans des dashboards. Alors ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec Tableau Prep. Et finalement, eh bien, pour reprendre mon parcours avec Tableau Prep ces derniers temps, et si je le compare avec la normalité, c'est vrai que quand il s'agit de données extrêmement stratégiques, on a besoin d'avoir des SLA, des processus très stricts avec des règles qui sont discutées, qui sont même documentées, il y a des glossaires, on doit tester les sources de données. Par contre, dans l'urgence, eh bien, on doit faire à la one again comme on peut. Et puis, Tableau Prep nous a aidé justement à faire face à ça. Donc, ça ouvre des nouveaux paradigmes pour moi en tant que data analyst, pour mes collègues également, une indépendance. Mais si je peux mettre un mais en terminant, et ce sera ma conclusion, eh bien, il faut garder en tête que avec Tableau Prep, on s'expose à des questions que nous n'avons pas lorsqu'on peut bénéficier de sources de données qui sont bien carrées et bien strictes, comme celles que propose notre équipe d'IT. Voilà pour ma présentation du jour. J'espère que
j'ai pu partager ce que nous avons vécu. Et puis désormais, je donne la main à Caroline. Si vous avez des questions, je suis preneur. Merci beaucoup Frédéric, c'était super intéressant. Merci. Du coup, je regarde. Ludovic qui y a répondu, pareil. Pas l'impression qu'on ait d'autres questions. C'est que c'était super clair, en général. Alors, deux questions, j'ai l'impression, dans les... Ah si, il y en a maintenant. Tout à fait. Alors, intéressant. Quelle suite post-Covid 2019? Pour Frédéric, j'imagine la suite de l'utilisation de Tableau Prep. Est-ce que, je l'interprète comme ça la question, est-ce que vous allez continuer de l'utiliser Alors, Tableau passer la Prep, main on à va l'IT? continuer. Oui, on va continuer de l'utiliser. Ça nécessitera d'être strict, parce que quels sont les impacts et puis quelles données est-ce qu'on va exposer. Effectivement, il y a toute la notion de gouvernance de données, donc on ne peut pas se permettre de jouer avec ça, non seulement parce qu'on a des auditeurs externes, mais surtout des auditeurs internes. Et puis, comme dans toute institution financière, ben, c'est nécessaire de pouvoir rendre des comptes. Et donc, on doit faire très attention. Donc, c'est pas n'importe quelle donnée qui vont être utilisées avec Tableau Prep, mais on continuera effectivement. Très bien. Mélanie, ça répond à votre question? Tout à fait. Est-ce que quelqu'un en a d'autres? J'ai vu passer une question concernant l'utilisation de Tableau Prep. Combien de personnes utilisent Tableau Prep dans notre société? Donc, on a 600 licences Explorer. On se rend compte que c'est insuffisant, mais on a une bonne trentaine d'utilisateurs desktop et les personnes qui ont un client desktop ont la possibilité d'utiliser Tableau Prep également. Donc, ça donne une notion de proportion. À peu près 50% des personnes en tableau, et puis sur ces personnes, il y a environ 5 à 8% qui ont tableau desktop. Ok. Ludovic, Yvan, peut-être que vous avez d'autres questions aussi qui vous sont arrivées directement, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Il y avait une question sur une somme. Si on faisait une agrégation et une somme et qu'il y avait une des lignes qui était à 0, qu'est-ce qui se passait? Ou nul? Nul, je crois que j'ai vu. Ben, ça se comporte comme si c'était un 0. Hein. Dans les sommes. Enfin, dans les agrégations en général. Ok, on a une nouvelle question. Oui, par contre, si vous faites une moyenne, ça va être différent. Un nul, ça va considérer que comme s'il n'avait pas la ligne. Si vous divisez par le nombre de lignes. C'est la grande différence entre un nul et un 0. Ok, Frédéric, une nouvelle question qui s'adresse à toi, je pense. Du coup, est-ce que vous utilisez Conductor avec Tableau Prep chez Assura? Alors, pas ma connaissance. Peut-être mes collègues de BI Team, en tout cas pas au niveau data analyst. Alors, mon collègue me répond que non. Mon collègue de BI Team chat sur Skype et me répond que non. Alors, merci. On n'a pas la donne, en fait. Voilà. Puis, il y a un coût supplémentaire avec conducteur. Oui, oui. Tout à fait. Après, peut-être que l'utilisation pendant le Covid rendra les choses intéressantes de mettre en place Conductor pour la suite. C'est peut-être une nouvelle question qui se posera. Pourquoi pas? Ok, je pense qu'on est arrivé au bout des questions qui s'affichent. En tout cas, on a tenu les temps, donc c'est très bien. Pour conclure, je vais déjà. J'espère déjà que ce deuxième talk virtuel vous a plu à tous, que c'était intéressant. N'hésitez pas, comme certains l'ont dit, à aller revisionner l'enregistrement pour suivre toutes les étapes de ce que vous avez appris aujourd'hui. C'était très intéressant en tout cas.
J'ai trouvé. Donc merci beaucoup aux speakers. Merci à Tableau aussi pour l'organisation et à vous pour votre présence. Nous vous tiendrons informés aussi du prochain TUG, d'une prochaine date. On verra si c'est pour l'été ou pour plutôt la rentrée. On avisera en fonction des nouvelles, je pense, du gouvernement et vis-à-vis du Covid aussi dans les prochains jours. Voilà, dernier petit check sur les questions. Non, c'est des remerciements. Donc je pense qu'on est bon. Merci messieurs. S'il y en a un qui veut profiter pour une dernière information, j'en sais rien, des nouvelles sur vos tableaux publics respectifs ou partager peut-être vos liens directement de suivi de vos Twitter ou je ne sais pas. Frédéric, Ludovic, Yvan, si vous voulez partager ça, n'hésitez pas à partager votre écran. C'est aussi Non, le pas but. spécialement. Par contre, comme je le disais sur le chat, et je suis désolé, c'est vrai que c'était peut-être un peu complexe à suivre, et je partagerai, comme je le disais, du coup, sur mon tableau public, du coup, les calculs, tout ça, pour que vous puissiez faire du rétro-engineering. Et dès que ce sera en ligne, je le partagerai sur Twitter et LinkedIn pour que vous ayez la nouvelle. Voilà. Très bien. Et pour les deux dernières questions de Camille et Robert, du coup, la session effectivement est enregistrée et sera partagée sur le lien de la communauté Tableau, comme on l'a fait à la dernière édition, mais je vous renverrai un mail à tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui. Donc vous le recevrez dans votre boîte mail avec laquelle vous êtes inscrit sur la session d'aujourd'hui. Et voilà. Bah, du coup, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci d'avoir été là et puis rendez-vous pour le prochain. Merci beaucoup. Excellente fin de journée. Organisation. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.